Je n'aurais jamais pensé que ma propre famille pourrait me trahir si complètement jusqu'à ce jour où j'avais 19 ans. Mon père se tenait dans notre salon, le visage rouge de colère, tenant un classeur bancaire vide. 12 000 $ avaient disparu de ses économies professionnelles. Ma mère se tenait à côté de lui, le visage déformé par le dégoût en me regardant. Mon frère Tyler s'appuyait contre le mur, secouant la tête en signe de déception. Mais j'ai surpris cette lueur de satisfaction dans ses yeux. Mes supplications désespérées d'innocence sont tombées dans l'oreille d'un sourd alors que mes parents annonçaient leur décision. Ils m'envoyaient dans un centre de réadaptation comportementale. Pas la prison, disait-il, parce qu'ils m'aimaient encore, mais j'avais besoin d'être réparé. La trahison me coupa plus profondément que toute autre douleur que j'avais jamais connue. Notre famille de classe moyenne semblait normale pour quiconque la regardait de l'extérieur. Nous vivions dans une confortable maison de 4 chambres dans la banlieue de Cleveland, en Ohio, où mon père, Frank, avait gravi les échelons jusqu'à devenir directeur d'agence à la succursale locale de Midwest Savings & Loan. Papa était strict mais juste, un homme qui valorisait l'honnêteté et la responsabilité par-dessus tout. Il nous disait souvent, « Votre réputation met des années à se construire et quelques secondes à se détruire. » Je prenais ces mots à cœur. Maman, Diane, travaillait à temps partiel comme réceptionniste dans un cabinet dentaire, mais sa vraie passion semblait être mon frère aîné, Tyler. Depuis que nous étions enfants, il était clair qui était son préféré. Quand Tyler obtenait des B et des C à l'école, elle célébrait son approche équilibrée de l'éducation. Quand j'obtenais que des A, elle me mettait en garde contre le surmenage. Quand Tyler a intégré l'équipe de baseball junior en tant que remplaçant, elle a assisté à chaque match avec un t-shirt personnalisé. Quand j'ai remporté le concours scientifique de l'État, elle était trop fatiguée pour assister à la cérémonie. Tyler avait 22 ans, charismatique et beau, avec un sourire facile qui charmait tout le monde autour de lui. Mais derrière ce sourire, j'entrevoyais parfois quelque chose de plus sombre. Du ressentiment vacillait dans ses yeux chaque fois que papa parlait de responsabilité ou de planification pour l'avenir. Tyler maîtrisait l'art de dire aux gens ce qu'ils voulaient entendre, surtout notre mère. Depuis 5 ans, papa économisait pour lancer sa propre entreprise de conseil financier. Financial Freedom Advisor, disait-il en dessinant des logos sur des serviettes au dîner, pour aider les gens ordinaires à se constituer un patrimoine. Il avait mis de côté près de 40 000 $ jusqu'à présent, tenant des registres méticuleux dans un grand livre bleu qu'il mettait à jour chaque dimanche soir. Les choses dans notre famille étaient devenues plus tendues au cours des 6 derniers mois, depuis que Tyler avait abandonné l'université d'État. L'université n'est pas pour tout le monde, avait-il annoncé au dîner. J'ai besoin de me trouver. Papa avait repoussé son assiette, muet de déception. Maman était intervenue immédiatement. Tyler a toujours été un penseur indépendant. Cela montre du courage. J'ai vu le fossé se creuser entre mes parents. Papa travaillait plus longtemps. Maman défendait la paresse croissante de Tyler. Tyler passait la plupart de ses journées à dormir jusqu'à midi, puis disparaissait jusqu'à tard dans la nuit avec des amis que papa appelait des « fauteurs de troubles ». Pendant ce temps, je travaillais à temps partiel au centre de support technique du campus tout en fréquentant le Community College. Je pensais intégrer une université de 4 ans une fois que j'aurais économisé assez d'argent. Je ne voulais pas être un fardeau pour papa pendant qu'il construisait son rêve. Chaque dimanche, j'ajoutais une petite somme à mon compte d'épargne, inspiré par l'exemple de papa. 3 jours avant l'accusation qui allait détruire ma vie, je suis rentré tôt d'un cours annulé et j'ai trouvé Tyler dans notre salle de bain commune, penché sur son téléphone, le visage pâle. « Tout va bien ?» ai-je demandé. Il a sursauté, fourrant son téléphone dans sa poche. « Mêle-toi de tes affaires, Jeff. » Mais j'avais vu l'écran. Un message texte. Dernier avertissement. 5000 d'ici vendredi où on commence à casser des choses. En commençant par tes doigts. Tyler, tu as des problèmes? Papa pourrait peut-être t'aider. Son expression est passée de la peur au mépris. Papa. Monsieur Parfait me tuerait. D'ailleurs, je gère la situation. Ça n'a pas l'air géré. Ça ressemblait à une menace. Tyler m'a attrapé l'épaule, ses doigts s'enfonçant durement. Tu dis un mot à qui que ce soit et tu le regretteras. Je suis sérieux, Jeff. J'ai reculé. Tyler avait toujours été lunatique, mais c'était différent. Il y avait un désespoir dans ses yeux que je n'avais jamais vu auparavant. Cette nuit-là, j'ai surpris une dispute entre mes parents.
Tyler avait demandé de l'argent à maman et elle le lui avait donné de ses économies personnelles. Papa était furieux. Il t'utilise, Diane. Quand le verras-tu? Il traverse une période difficile, a rétorqué maman. Contrairement à ton précieux Jeff, qui, selon toi, ne peut rien faire de mal. J'ai tressailli d'être entraîné dans leur dispute. Papa nous comparait rarement ou ne montrait pas de favoritisme évident, bien qu'il exprimait sa fierté pour mes notes et mon éthique de travail, mais entendre l'amertume de maman à mon sujet était tout de même choquant. Le lendemain, Tyler semblait étrangement joyeux, sifflotant en se préparant. Des projets, ai-je demandé prudemment. Je rencontre des amis. J'ai peut-être trouvé un moyen de résoudre mes problèmes. Il m'a fait un clin d'œil. Quelque chose dans sa nouvelle confiance me mettait mal à l'aise. J'aurais dû prêter plus d'attention à ce sentiment. J'aurais peut-être pu empêcher ce qui s'est passé ensuite. 2 jours plus tard, un dimanche soir, je suis rentré d'une session d'études à la bibliothèque pour trouver la maison en plein chaos. Papa était dans son bureau à domicile, fouillant frénétiquement dans des papiers. Maman pleurait au téléphone, et Tyler était assis à la table de la cuisine, l'air solennel, mais avec cette même lueur étrange dans les yeux que j'avais déjà vue. « Qu'est-ce qui se passe ?» ai-je demandé. Tyler a levé les yeux lentement. Les économies de papa pour son entreprise. Quelqu'un les a prises. Avant que je puisse digérer cela, papa est entré en trompe dans la cuisine, le visage rouge. 12 000 $, a-t-il dit, la voix tremblante. Disparu du compte. Et les relevés bancaires des 3 derniers mois manquent. C'est à ce moment-là que Tyler m'a regardé directement, et j'ai senti un frisson parcourir mon corps. Quelque chose n'allait pas du tout, et ça allait devenir bien pire. Le lendemain matin, je me suis réveillé pour trouver mes parents et Tyler assis dans le salon, m'attendant. Papa tenait un petit sac en plastique contenant ce qui ressemblait à un reçu et un bordereau de banque. « Assieds-toi, Jeff, » dit papa, sa voix anormalement calme. Je me suis assis, confus par la tension dans la pièce. Tyler n'osait pas croiser mon regard. « Nous devons parler de l'argent, » a poursuivi papa. « Il manque 12 000 $ sur mon compte professionnel. » J'ai entendu. C'est terrible. Savez-vous ce qui s'est passé? Maman a émis un son moqueur. Arrête de faire semblant, Jeff. Nous savons. Savoir quoi? Papa a posé le sac en plastique sur la table basse. Ceux-ci ont été trouvés dans le tiroir de ton bureau, un reçu pour l'achat d'un ordinateur portable, 2 000 $, et un bordereau de retrait avec une signature falsifiée. Ma signature. J'ai regardé les objets. Je n'ai pas acheté d'ordinateur portable, et je n'ai certainement pas pris d'argent. Je ne te ferai jamais ça, papa. Nous avons trouvé de l'argent dans ton placard, a ajouté Tyler. Dans cette vieille boîte à chaussures où tu gardes tes cartes de baseball. Mon esprit s'est emballé. Je n'avais pas regardé ces cartes depuis des années. Quoi? C'est impossible. Quelqu'un l'a mis là. Arrête de mentir, a crié maman, surprenant tout le monde. Tyler t'a vu à la banque il y a 2 semaines. Tu ne l'as pas vu, mais il t'a vu à l'agence de papa. Je me suis tourné vers Tyler, incrédule. Ce n'est pas vrai. Je ne suis pas allé à la banque de papa depuis des mois. Tyler avait l'air triste. L'image parfaite d'un frère déçu. Je ne voulais pas le croire non plus, Jeff, mais je t'ai vu. Et quand papa a dit que de l'argent manquait, je devais leur dire. C'est insensé. Je n'ai rien pris. Je me suis tourné vers papa, désespéré qu'il me croie. Papa, tu me connais. Je ne te volerai jamais. J'ai économisé mon propre argent pour l'université. Papa avait l'air partagé. Et pendant un instant, j'ai cru qu'il pourrait me croire. Puis maman a pris la parole. Nous avons vérifié ton compte en banque, Jeff. Il y a eu plusieurs dépôts importants ces dernières semaines. Explique ça. Mon estomac s'est noué. Ce sont mes chèques de paie et de l'argent que grand-mère m'a envoyé pour mon anniversaire. 3 000 $ de grand-mère? Pour ton anniversaire? La voix de maman dégoulinait de sarcasme. Non, c'était 500 $. Le reste venait du travail et des cours particuliers. Papa a soupiré lourdement. Tes dépôts de travail sont des montants séparés, plus petits. Ce sont des dépôts en espèces, Jeff. J'avais l'impression de me noyer. Rien de ce que je disais ne faisait de différence.
Ils avaient déjà décidé que j'étais coupable. Les heures suivantes ont été un flot d'accusations et de dénégations. Papa a fouillé ma chambre et a trouvé 4000 $ en espèces cachées dans mon placard. De l'argent que je n'avais jamais vu auparavant. Mon ordinateur portable montrait un historique de navigation d'achats coûteux, des sites web que je n'avais jamais visités. Le soir même, mes parents avaient pris leur décision. Comme j'avais 19 ans et que j'étais légalement un adulte, ils auraient pu porter plainte. Au lieu de cela, ils m'ont dit que j'allais dans un centre de réadaptation comportementale dans le Michigan spécialisé dans les jeunes adultes en difficulté. L'alternative était des poursuites pénales. Nous essayons de t'aider, Jeff, a dit papa, l'air épuisé. De cette façon, tu reçois un traitement au lieu d'un casier judiciaire. Un traitement pour quelque chose que je n'ai pas fait, ai-je répondu, la voix creuse. Cette nuit-là, j'ai appelé ma petite amie, Amanda. Nous sortions ensemble depuis presque un an, et si quelqu'un devait me croire, c'était bien elle. Je ne sais pas quoi penser, Jeff, a-t-elle dit, sa voix distante. Tyler m'a appelé plus tôt. Il a dit que tu agissais bizarrement depuis des mois. Il s'inquiète pour toi. Tyler t'a appelé? Amanda, il ment. Il m'a piégé. Pourquoi ferait-il ça? Ça n'a pas de sens. Je ne sais pas encore, mais je vais le découvrir. Tu me connais, Amanda. Penses-tu honnêtement que je volerais mon père? La pause avant sa réponse m'a tout dit. Je pensais te connaître, a-t-elle finalement dit. Mais peut-être que non. Un par un, mes amis se sont détournés. Les rumeurs se sont répandues rapidement dans notre petite communauté. Seul mon meilleur ami, Scott, est resté à mes côtés. C'est fou, mec, a dit Scott quand il est venu en douce cette nuit-là. Tyler raconte à tout le monde que tu as eu une sorte de dépression à cause de la pression académique. Il me piège, Scott. J'en suis sûr. Mais pourquoi? J'ai pensé au texto menaçant que j'avais vu sur le téléphone de Tyler. Je pense qu'il a des problèmes. Peut-être des dettes de jeu, Scott avait l'air sceptique. C'est un grand saut à partir d'un texto. J'ai besoin que tu fasses quelque chose pour moi pendant que je serai parti. Garde un œil sur Tyler. Vois ce qu'il fait, avec qui il traîne. Combien de temps seras-tu parti? J'ai dégluti difficilement. Le programme est de 6 mois minimum. Ça pourrait aller jusqu'à 2 ans en fonction de mes progrès. Scott a secoué la tête, incrédule. C'est tordu. Je ferai ce que je peux. La nuit avant mon départ, je n'ai pas pu dormir. Vers 2 heures du matin, je suis descendu pour boire de l'eau et j'ai entendu des voix dans la cuisine. Tyler et maman parlaient à voix basse. Je me suis figé dans le couloir, tendant l'oreille. Il ira bien, disait maman. Cet endroit a une bonne réputation, et c'est mieux que la prison. Je me sens toujours mal, a répondu Tyler, sans paraître particulièrement plein de remords. Mais quel choix avais-je? Ils allaient me casser les jambes, maman. Ne parle pas de ça. Pas ici. C'est fait maintenant. Tu les as remboursés. C'est ce qui compte. Et si Jeff convainc papa que ce n'était pas lui? La voix de maman s'est durcie. Il ne le fera pas. Je m'en assurerai. Ton père m'écoute. Je suis resté là, de la glace inondant mes veines. Ils étaient de mèche. Tyler avait volé l'argent pour payer des dettes de jeu, et maman l'avait aidé à me piéger. Je voulais faire irruption dans la cuisine et les confronter, mais à quoi bon? Ce serait ma parole contre la leur, et ils avaient déjà convaincu papa que j'étais un menteur et un voleur. Au lieu de cela, je suis retourné silencieusement dans ma chambre et j'ai passé la nuit à tout écrire. Le lendemain matin, j'ai caché le journal dans la voiture de Scott quand il est venu me dire au revoir. Au moins, il y aurait une trace de la vérité. Alors que mes parents me conduisaient au centre de réadaptation, je suis resté assis en silence, regardant le monde défiler par la fenêtre. Comment ma vie avait-elle pu s'effondrer si complètement en seulement 3 jours? C'est pour ton bien, Jeff, a dit maman depuis le siège avant. Tu nous remercieras un jour. Je n'ai pas répondu. Je prévoyais déjà comment je survivrais à cette injustice et, un jour, laverais mon nom. Le Greenwood Behavioral Health Center ne ressemblait en rien aux brochures. Le matériel promotionnel montrait des jeunes souriants sur des pelouses manucurées, participant à des activités de groupe et à des thérapies individuelles. La réalité était un groupe de bâtiments gris entourés d'une clôture en grillage,
situé à 20 miles de la ville la plus proche, dans la campagne du Michigan. La procédure d'admission était humiliante. Ils ont pris mes affaires, y compris ma montre et ma ceinture. J'ai dû enfiler des vêtements réglementaires, un pantalon de survêtement gris et un t-shirt bleu. Une infirmière m'a posé une série de questions sur la consommation de drogue, l'automutilation et les tendances violentes. Je n'ai aucun de ces problèmes, lui ai-je dit. Je suis ici à cause d'une erreur. Elle n'a même pas levé les yeux de son presse-papier. Tout le monde dit ça le premier jour. Ma chambre était petite et dépouillée, avec 2 lits étroits. Mon colocataire, Jordan, était déjà là quand je suis arrivé, grand et dégingandé avec des cernes sous les yeux. Il m'a à peine remarqué. « Pourquoi t'es là ?» a-t-il demandé plus tard dans la nuit. Je n'ai rien fait. Mon frère a volé de l'argent et m'a piégé. Jordan a ri sans humour. Le déni classique. J'ai dit la même chose ma première semaine. J'ai blâmé tout le monde sauf moi-même. Ce n'est pas du déni. C'est la vérité. Il a haussé les épaules. Vérité, mensonge. Ici, ça n'a pas d'importance. Dis ce qu'ils veulent entendre si tu veux sortir plus vite. C'était ma première leçon à Greenwood. La vérité n'avait aucune valeur ici. Tout le programme était basé sur la supposition que nous étions tous des menteurs, des manipulateurs et des voleurs qui devaient être brisés et reconstruits. La thérapie de groupe était le pire. 8 d'entre nous assis en cercle sous l'œil vigilant du docteur Winters, une femme mince aux cheveux gris acier et aux yeux perçants. L'aveu est la première étape de la guérison, disait-elle. Vous ne pouvez pas guérir tant que vous n'avez pas reconnu vos torts. Un par un, les autres confessaient leurs péchés. Trafic de drogue, vol, fraude, violence. Quand mon tour venait, je disais simplement, je n'ai pas fait ce dont on m'accuse. Le docteur Winters prenait une note sur son bloc. Toujours dans le déni. Nous y arriverons, Jeff. Après 3 semaines de cela, j'ai été assigné à une thérapie individuelle avec le docteur Marshall, un conseiller plus jeune aux yeux bienveillants et à l'attitude plus accessible. Parle-moi de ta famille, a-t-il dit lors de notre première séance. J'ai hésité, puis j'ai décidé de tout lui raconter, le favoritisme envers Tyler, le texto menaçant, la conversation que j'avais surprise entre lui et maman. Le docteur Marshall a écouté sans m'interrompre. Quand j'ai eu fini, il a dit, c'est toute une histoire. Ce n'est pas une histoire. C'est ce qui s'est passé. Jeff, je fais ce métier depuis longtemps. La désignation d'un bouc émissaire familial est réelle, mais piéger quelqu'un pour vol est extrême. Est-il possible que vous vous souveniez mal de certains détails? Non. Je sais ce que j'ai entendu. Il m'a étudié un instant. Je vais vous proposer un marché. Je ne vous pousserai pas à admettre quelque chose si vous travaillez avec moi sur d'autres problèmes. Gestion de la colère, technique d'adaptation, des choses qui vous aideront, peu importe comment vous avez atterri ici. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était la première fois que quelqu'un à Greenwood m'offrait quelque chose qui ressemblait à du respect. J'ai accepté. Pendant ce temps, mon contact avec ma famille était limité à des appels téléphoniques hebdomadaires et à des visites mensuelles. Maman appelait religieusement, sa voix dégoulinant d'une fausse inquiétude. Les thérapeutes disent que tu es toujours dans le déni, Jeff. Pourquoi ne peux-tu pas simplement admettre ce que tu as fait pour pouvoir aller mieux? Papa parlait rarement pendant ses appels. Quand il le faisait, il semblait fatigué et distant. Lors de sa première visite, 3 mois après mon arrivée, nous étions assis l'un en face de l'autre dans la salle de visite stérile, peinant à trouver les mots. Comment avance le plan d'affaires, ai-je finalement demandé. Il a baissé les yeux. En suspens pour l'instant. Contretemps financier, comme tu le sais. Papa, je dois te dire quelque chose. Je pense que Tyler. Ne fais pas ça, Jeff. Ne blâme pas ton frère pour tes actions. Ce n'est pas prendre ses responsabilités. Mais ta mère n'arrive même pas à venir te voir. Ça a été dur pour tout le monde. J'ai alors réalisé que papa n'était pas prêt à entendre la vérité. Quelles que soient les preuves que Tyler et maman avaient fabriquées, elle l'avait complètement convaincu. Insister maintenant ne ferait que l'éloigner davantage. 6 mois après mon arrivée, quelque chose d'inattendu s'est produit. J'ai reçu une lettre d'Amanda. Je n'avais pas eu de ses nouvelles depuis avant Greenwood. Jeff, je ne sais pas si tu liras ceci, mais je dois te dire que je suis désolé. Tyler a agi bizarrement, dépensant beaucoup d'argent,
faisant la fête tout le temps. Il a essayé de m'inviter à sortir le mois dernier. Il a dit que toi et moi, c'était fini de toute façon. Ça m'a fait réfléchir à tout. Je ne sais pas ce qui s'est passé avec l'argent de ton père, mais j'aurais dû te faire plus confiance. La lettre m'a donné une lueur d'espoir. Si Amanda voyait des failles dans l'histoire de Tyler, peut-être que d'autres le feraient aussi. À peu près à la même époque, Jordan et moi étions devenus une sorte d'amis. Il avait été surpris en train de voler des médicaments sur ordonnance à ses parents pour les vendre à l'université. Contrairement à moi, il admettait librement sa culpabilité. La différence, m'a-t-il dit un soir, c'est que je l'ai vraiment fait. Et parfois, je me demande si tu ne l'as vraiment pas fait. Tu n'agis pas comme le reste d'entre nous. Que veux-tu dire? Tu n'es pas assez en colère. La plupart des gars ici étaient furieux de s'être fait prendre. Même si on ne l'admet pas. Toi, tu es juste triste, comme si tu avais perdu quelque chose que tu ne peux pas récupérer. Son observation m'a touché. Je n'étais pas seulement triste. Je pleurais ma réputation, ma liberté, mes projets d'avenir, et surtout, la famille que je pensais avoir. Après 8 mois, j'ai décidé de changer de stratégie. Au lieu de protester de mon innocence à des oreilles sourdes, j'utiliserai mon temps à Greenwood de manière constructive. Je me suis inscrit à tous les programmes éducatifs disponibles. Compétences informatiques, base des affaires, cours de psychologie. Si je ne pouvais pas partir, j'en sortirais au moins avec quelque chose d'utile. Le docteur Marshall a remarqué le changement. Tu sembles plus concentré ces derniers temps. Je ne peux pas contrôler ce que les gens croient de moi, mais je peux contrôler ce que je fais de mon temps. Il a hoché la tête avec approbation. C'est une perspective saine. Quelques semaines plus tard, le docteur Marshall m'a pris à part après le groupe. Il y a une visiteuse pour toi, pas de la famille. Mon cœur a bondi, pensant que ce pourrait être Scott. Au lieu de cela, je me suis retrouvé face à Madame Reynolds, mon ancienne professeure d'anglais du lycée. Jeff, a-t-elle dit en m'embrassant maladroitement. Je suis dans le Michigan pour une conférence, et ton ami Scott m'a dit que tu étais ici. Je devais venir. Nous avons parlé pendant 1 heure. Elle m'a parlé de la maison, de la façon dont les gens commençaient à remarquer le comportement de plus en plus erratique de Tyler. Il vit dans ton ancienne chambre maintenant, a-t-elle dit. Il conduit ta voiture aussi. Scott dit qu'il jette l'argent par les fenêtres, mais personne ne sait d'où il vient. J'ai ressenti un étrange mélange de justification et de désespoir. Tyler m'avait tout pris, même mon espace et mes biens, mais son comportement pourrait éventuellement exposer la vérité. Au moment de partir, Madame Reynolds m'a serré la main. J'ai enseigné à des centaines d'élèves, Jeff. Je sais qui tu es. Ce n'est pas juste. C'était une petite chose, ce vote de confiance d'une enseignante que j'avais toujours respectée, mais cela m'a aidé à traverser les jours les plus sombres qui ont suivi. Après 1 an, j'avais gagné assez de confiance pour travailler dans le petit laboratoire informatique de l'établissement, aidant à maintenir leurs systèmes obsolètes. J'avais également commencé à suivre les cours universitaires limités du centre, déterminé à poursuivre mes études malgré tout. Le docteur Marshall était devenu une sorte de défenseur pour moi, arguant lors des réunions du personnel que mon déni persistant n'était pas nécessairement pathologique. Certaines personnes innocentes maintiennent leur innocence, l'ai-je entendu dire un jour au docteur Winters. La confession forcée n'est pas thérapeutique. C'est coercitif. Leur relation s'est tendue à cause de mon cas, le docteur Winters insistant sur le fait que je manipulais le docteur Marshall avec le charme d'un sociopathe. Malgré ces conflits internes, mon dossier montrait une amélioration. Le patient fait preuve de responsabilité et de fiabilité dans les tâches assignées. Fait preuve d'empathie envers ses pairs, aucun incident disciplinaire. Mais officiellement, j'étais toujours dans le déni et donc pas prêt pour la libération. Puis vint le jour qui changea tout. 18 mois après mon arrivée, j'ai reçu une lettre de mon père. Elle était courte, juste quelques lignes. Jeff, tu me manques. Je pense à toi tous les jours. Les choses à la maison ne vont pas bien. J'espère que tu vas bien. Avec amour, papa. C'était l'émotion la plus forte qu'il ait exprimée depuis le début de ce cauchemar. Mais quand je l'ai mentionné à maman lors de notre prochain appel, elle a semblé confuse. Quelle lettre? Ton père n'a envoyé aucune lettre. Un terrible soupçon s'est formé dans mon esprit. Le lendemain,
j'ai convaincu Jordan de créer une diversion pendant que je me glissais dans le bureau de l'administration. Il n'a fallu que quelques minutes pour trouver mon dossier. À l'intérieur se trouvait une pile de lettres de mon père datant de plusieurs mois. Des lettres pleines de questions, de doutes sur ma culpabilité et de soupçons croissants à l'égard de Tyler. Des lettres que je n'avais jamais reçues. Quelqu'un avait intercepté mon courrier. Et il n'y avait qu'une seule personne avec à la fois le motif et l'opportunité. Ma mère, qui s'était portée volontaire pour gérer toute la communication avec l'établissement. J'ai tout remis en place soigneusement et je suis parti, mon esprit en ébullition. La vérité commençait enfin à émerger, mais j'étais toujours piégé. Et maintenant, je savais que ma mère irait jusqu'à des extrémités extraordinaires pour me garder ici. Après avoir découvert les lettres interceptées, je savais que je ne pouvais compter sur personne d'autre pour régler ma situation. Si je voulais récupérer ma vie, je devais me préparer. J'ai décidé d'utiliser les ressources de Greenwood pour acquérir les compétences et la force dont j'aurais besoin une fois libéré. Le laboratoire informatique est devenu mon sanctuaire. Les machines étaient obsolètes, mais elles suffisaient pour apprendre les bases de la programmation et de la conception web. Monsieur Talbot, le bénévole âgé qui supervisait le laboratoire, a reconnu mes aptitudes et a apporté des manuels de ses anciennes années d'enseignement. « Vous avez un don pour ça », m'a-t-il dit après que j'ai aidé à récupérer des fichiers d'un système en panne. Ne le gaspillez pas, Jordan et moi avions noué une solide amitié à ce moment-là. Il se préparait à être libéré et avait été affecté à la cuisine où il apprenait des compétences culinaires. Deux autres résidents, Marcus et Dion, se sont joints à notre petit groupe. Marcus était là pour fraude sur ordonnance, Dion pour vol de voiture. Tous deux avaient avoué leur crime et approchaient de la fin de leur programme. « J'ai fait ce que j'ai fait », m'a dit Dion un soir. « Mais ce qui t'est arrivé, c'est tordu. C'est pour ça que le système est cassé. » Ces amitiés m'ont sauvé de l'isolement qui aurait pu briser mon esprit. Nous étudions ensemble, partagions nos repas et parlions de nos projets pour l'avenir. Ils ont cru à mon histoire quand personne d'autre ne le voulait. Le docteur Marshall a continué d'être mon plus grand allié parmi le personnel. Bien qu'il n'ait jamais explicitement déclaré qu'il croyait en mon innocence, il m'a aidé à gérer mes sentiments sans exiger de confession. La colère que vous ressentez est naturelle, a-t-il dit lors d'une séance. Mais la façon dont vous la canaliserez définira votre avenir. J'essaie de ne pas la laisser me consumer, ai-je admis. Certains jours sont plus difficiles que d'autres. Qu'est-ce qui aide ces jours-là? J'y ai réfléchi. Apprendre, planifier, me concentrer sur qui je veux être quand tout ça sera terminé. Il a hoché la tête avec approbation. C'est remarquablement sain, Jeff. Le docteur Marshall m'a également donné des livres sur la psychologie, la littératie financière et la philosophie qui ne se trouvaient pas dans la bibliothèque limitée de l'établissement. Ceux-ci sont devenus mes compagnons de nuit, élargissant ma compréhension du comportement humain et des motivations. J'ai commencé à voir la dynamique de ma famille avec des yeux plus clairs. Le favoritisme de maman envers Tyler n'était pas seulement ennuyeux, il était pathologique. La manipulation de Tyler n'était pas seulement de l'égoïsme. C'était une exploitation calculée des liens familiaux. Même l'aveuglement de papa face à ces dynamiques révélait ses propres tendances à l'évitement. Comprendre n'excusait pas leurs actions, mais cela m'a aidé à contextualiser ce qui s'était passé. Ce n'était pas seulement une question de 12 000 $. C'était une question de schémas familiaux qui s'étaient construits pendant des années. Le contact avec ma famille est resté limité et tendu. Les visites de papa ont légèrement augmenté, bien qu'ils soient restés conflictuels et renfermés. Les appels de maman étaient des exercices de manipulation, remplis de culpabilisation et de nouvelles vagues qui ne répondaient jamais tout à fait à mes questions sur la maison. Grâce aux lettres de Scott, qu'il envoyait maintenant directement au docteur Marshall pour s'assurer que je les reçoive, j'ai appris que les choses à la maison s'étaient considérablement détériorées. Papa travaillait plus que jamais. Maman et Tyler dépensaient de l'argent sans compter. Tyler avait pris ma chambre, prétextant que la sienne était trop petite, et conduisait maintenant ma vieille Honda Civic comme si elle avait toujours été la sienne. Il parle de toi comme si tu étais mort, a écrit Scott. Comme si tu n'allais jamais revenir. C'est flippant, mec. Plus troublant encore, Scott a rapporté que Tyler avait tenté de sortir avec Amanda peu de temps après mon envoi. Il a dit à tout le monde que vous aviez rompu avant ton départ. Amanda l'a rembarré sèchement, mais il a continué d'insister jusqu'à ce qu'elle menace d'obtenir une ordonnance restrictive. Cette trahison particulière m'a profondément blessé.
Mon propre frère m'avait non seulement volé ma liberté, mais avait essayé de prendre la seule relation qui comptait le plus pour moi. D'autres nouvelles troublantes sont venues par l'intermédiaire de Madame Reynolds, qui venait me voir chaque fois que ses conférences d'enseignants l'amenaient dans le Michigan. Selon elle, Tyler s'était en quelque sorte inséré dans la planification des affaires de papa, affirmant qu'il avait mûri et voulait apprendre le secteur financier. Votre père semble le préparer à devenir son partenaire à votre place, a-t-elle dit tristement. Je pense qu'il essaie de sauver un peu d'espoir pour l'avenir. L'ironie était douloureuse. Tyler, qui avait volé les économies de l'entreprise de papa, se positionnait maintenant pour bénéficier du rêve même qu'il avait retardé. Vers le 18e mois, j'ai eu une visite inattendue. Ma grand-mère, la mère de papa. À 82 ans, grand-mère Ruth avait fait le trajet de 4 heures toute seule, contre la volonté de mes parents. Je sais que quelque chose ne va pas dans tout ça, a-t-elle dit, ses mains tremblant avec l'âge, mais ses yeux aussi vifs que jamais. Franklin est trop fier pour admettre qu'il a peut-être fait une erreur. Et Diane, elle a secoué la tête. Cette femme a toujours eu des favoris. Grand-mère Ruth ne pouvait pas rester longtemps, mais avant de partir, elle a pressé une petite clé dans ma paume. Pour le casier de rangement à ton nom chez Preston S Storage, unité 227. Il y a de l'argent là-dedans et la montre de ton grand-père pour quand tu sortiras. Sa visite m'a donné quelque chose de précieux. La certitude que tout le monde dans ma famille ne m'avait pas abandonné. La révélation la plus choquante est arrivée 19 mois après mon arrivée. Une nouvelle lettre de Scott, encore une fois envoyée par l'intermédiaire du docteur Marshall, contenait des photocopies de relevés bancaires que Scott avait réussi à trouver en aidant papa à organiser le garage. Ceci date des mois juste avant la disparition de l'argent, a écrit Scott. Regarde les retraits. Là, surlignés en jaune, se trouvaient plusieurs retraits du compte professionnel de papa. Tous effectués alors que j'étais manifestement ailleurs. Au travail, à l'école, une fois, même pendant un rendez-vous médical documenté. J'ai montré les copies au docteur Marshall. C'est convaincant, Jeff, a-t-il admis. Les as-tu montrés à ton père? Comment? Maman filtre tout et il parle à peine pendant les visites. Le docteur Marshall a réfléchi. Je pense qu'il est temps que j'ai une conversation professionnelle avec votre père au sujet de votre plan de traitement. 2 semaines plus tard, papa est arrivé pour une visite imprévue. Il avait l'air terrible, avec des cernes sous les yeux et de nouveaux cheveux gris. Le docteur Marshall avait arrangé que nous nous rencontrions dans son bureau plutôt que dans la zone des visites. Le docteur Marshall dit que vous avez fait d'excellents progrès, a dit papa, guindé. Il pense que vous pourriez être prêt pour la libération bientôt. L'espoir a jailli dans ma poitrine. Vraiment? Quand? Cela dépend de plusieurs facteurs. Il a fait une pause. Jeff, je dois te demander quelque chose et j'ai besoin de la vérité. Peu importe ce que c'est. J'ai rencontré son regard fixement. Je ne t'ai jamais menti, papa. Il a pris une profonde inspiration. As-tu pris cet argent? Non, je ne l'ai pas fait. Papa a fermé les yeux un instant. Quand il les a rouverts, j'ai vu la première lueur de doute sur ma culpabilité. Ce n'était pas une croyance totale en mon innocence, mais c'était une fissure dans le mur. Les choses à la maison ne vont pas bien, a-t-il dit doucement. Ta mère et moi. Eh bien, nous avons des problèmes. Et Tyler, il s'est interrompu. Qu'en est-il de Tyler? Papa a secoué la tête. Il a changé. Ou peut-être que je vois juste qui il a toujours été. Il s'est levé brusquement. Je dois y aller, mais je reviendrai la semaine prochaine. Nous parlerons plus alors. Alors qu'il partait, le docteur Marshall est entré, l'air satisfait. Ça s'est bien passé, a-t-il dit. Il commence à douter, ai-je répondu, osant à peine le croire. Plus que commencer, je dirais. J'ai longuement parlé avec lui avant votre rencontre. Je lui ai montré certaines des incohérences dans votre cas. C'est un homme rationnel, Jeff. Donnez-lui le temps de traiter l'information. Pour la première fois en près de 2 ans, je me suis permis de ressentir un véritable espoir. La vérité se frayait un chemin vers la surface. Une petite révélation à la fois. Le mois suivant s'est écoulé dans un tourbillon d'anticipation et d'anxiété. J'ai continué ma routine, excellant dans les cours d'informatique et aidant même à enseigner les compétences de base aux nouveaux résidents. J'ai compilé toutes les preuves que j'avais recueillies, les organisant méticuleusement avec l'aide de Jordan.
Tu devrais devenir détective, a-t-il plaisanté alors que nous arrangions la chronologie des événements. Ou avocat. Je veux juste récupérer ma vie, lui ai-je dit. Et je veux que Tyler subisse les conséquences pour une fois. Alors que ma libération potentielle approchait, j'ai commencé à planifier la vie après Greenwood. Le docteur Marshall m'a aidé à postuler pour des cours au Community College et à contacter des foyers de transition où je pourrais rester jusqu'à ce que je me remette sur pied. Et rentrer à la maison, a-t-il demandé lors d'une de ces sessions de planification. J'ai secoué la tête. Je ne peux pas revivre avec eux. Pas après tout ce qui s'est passé. Votre père semble vouloir faire amende honorable. Peut-être, mais ma mère et Tyler sont toujours là. J'ai besoin d'un nouveau départ. Le docteur Marshall a hoché la tête, compréhensif. C'est votre décision. Ne fermez simplement pas les portes de façon permanente à cause de la douleur actuelle. 23 mois après mon arrivée à Greenwood, près de 2 années complètes de ma vie envolée, j'ai reçu la nouvelle que j'attendais. Le conseil de révision de l'établissement avait approuvé ma libération, prévue pour le mois suivant. La même semaine, j'ai reçu une dernière information dévastatrice. Une lettre de Scott contenant une bombe. Tyler n'avait pas seulement volé 12 000 $. Selon des documents financiers que Scott avait entrevus en faisant des travaux de jardinage pour mes parents, Tyler vidait systématiquement les comptes de papa depuis des mois. Le total s'élevait maintenant à plus de 50 000 $, peut-être plus. Il utilise l'ordinateur de ton père quand personne n'est à la maison, a écrit Scott. Je pense qu'il falsifie des signatures sur des virements électroniques. Ton père a tellement travaillé qu'il n'a probablement pas eu le temps de tout vérifier. L'ampleur de la trahison de Tyler était encore plus grande que je ne l'avais imaginé, et bientôt je serais libre de l'exposer. La liberté semblait surréaliste. Après 24 mois à Greenwood, même les choses les plus banales paraissaient extraordinaires. Le bruit de la circulation, l'odeur de la nourriture de restaurant, la possibilité de choisir mes propres vêtements. Scott est venu me chercher dans sa Jeep cabossée et nous avons roulé en silence pendant les 20 premières minutes, tous deux submergés par le moment. On va où, a-t-il finalement demandé. Chez toi? Si l'offre tient toujours. La chambre d'amis est à toi, mec. Aussi longtemps que tu en auras besoin. Scott avait obtenu son diplôme du Community College et avait emménagé dans un petit appartement de 2 chambres tout en travaillant dans un magasin de réparation informatique local. Ce n'était pas luxueux, mais c'était propre. Et plus important encore, ce n'était pas Greenwood. Tes parents pensent que tu loges dans un foyer de transition, m'a dit Scott alors que nous transportions mes maigres affaires à l'intérieur. Ta mère y a déjà appelé 2 fois pour demander comment tu te comportais. Elle essaie toujours de contrôler le récit, ai-je dit. De s'assurer que tout le monde pense que je suis instable. Eh bien, ton père est passé au magasin hier. Il a demandé si j'avais de tes nouvelles. Il semblait inquiet, mais pas dans le mauvais sens du terme. J'ai déballé mes quelques possessions, y compris le journal que j'avais tenu pendant mon séjour à Greenwood. J'ai besoin de le voir seul, sans maman ni Tyler. Il s'arrête généralement au Manchinies dîner pour déjeuner le jeudi. Il fait ça depuis des années. 2 jours plus tard, j'étais assis dans une banquette chez Manchinies, sirotant un café, le cœur battant. À 12h15 précise, papa est entré, a commandé son sandwich à la dinde habituelle et s'est assis au comptoir. Je lui ai laissé quelques minutes pour s'installer, puis je me suis approché. Papa. Il s'est retourné, son expression passant rapidement du choc à l'incertitude, puis à quelque chose comme de la culpabilité. Jeff. Je ne savais pas que tu étais de retour en ville. Je suis revenu il y a quelques jours. On peut parler? Il a hésité, puis a fait un signe de tête vers le siège vide à côté de lui. Comment t'adaptes-tu? C'est étrange d'être dehors. Où est-ce que tu loges? Chez Scott pour l'instant. Je cherche du travail. J'ai pris une profonde inspiration. Papa, je dois te dire quelque chose et j'ai besoin que tu m'écoutes vraiment cette fois. Il a étudié mon visage. Tu as changé. Tu as l'air plus vieux. 2 ans, ça fait ça. J'ai essayé d'empêcher l'amertume de transparaître dans ma voix. Papa, je n'ai pas pris cet argent. Jamais. C'était Tyler. Je m'attendais à un déni, de la colère ou un rejet. Au lieu de cela, papa a soupiré lourdement. J'ai examiné les comptes. Il y a des anomalies. Mon cœur a bondi. Quel genre d'anomalie?
Des retraits dont je ne me souviens pas. Des virements vers des comptes que je ne reconnais pas, il s'est frotté le visage, fatigué. Jeff, si j'ai fait une erreur. Ce n'était pas juste une erreur, papa. C'était un coup monté délibéré. Tyler avait besoin d'argent pour payer des dettes de jeu, maman l'a aidé à couvrir le tout. L'expression de papa s'est durcie. C'est une accusation grave contre ta mère. Je sais ce que j'ai entendu. La nuit avant mon départ pour Greenwood, je les ai surpris en train de parler dans la cuisine. Tyler a admis qu'il avait pris l'argent parce qu'ils allaient lui casser les jambes. Maman lui a dit de ne pas s'inquiéter. Qu'elle s'assurerait que tu crois que c'était moi. Papa est resté silencieux un long moment. J'ai besoin de preuves, Jeff, pas seulement de ta parole. J'ai sorti un dossier contenant des copies de tout ce que j'avais rassemblé, le relevé bancaire que Scott avait envoyé, une chronologie des événements et des déclarations de personnes comme Madame Reynolds, qui avaient été témoins du comportement suspect de Tyler. Ce n'est pas concluant, ai-je admis, mais c'est suffisant pour justifier une enquête. Vérifie ton bureau à la maison. Les relevés bancaires originaux pourraient encore être cachés quelque part. Papa a pris le dossier, ses mains tremblant légèrement. J'ai besoin de temps pour examiner ça. Je comprends, mais s'il te plaît, papa, sois prudent. S'il réalise que tu te méfies, il pourrait essayer de brouiller encore plus les pistes. En nous séparant, papa m'a serré maladroitement dans ses bras. Je suis désolé, mon fils, pour tout. Quoi qu'il arrive ensuite, je veux que tu le saches. Je sais, papa. La semaine suivante a été une agonie. J'ai trouvé un travail chez Smart Tech Solutions, une petite entreprise informatique dirigée par Monsieur Chang, qui était prêt à me donner ma chance malgré le vide de 2 ans dans mon historique d'emploi. Le docteur Marshall avait passé quelques appels en ma faveur, se portant garant de mon caractère et de mes compétences. Tout le monde mérite une seconde chance, m'a dit Monsieur Chang lors de mon entretien. Même ceux qui n'avaient pas besoin d'une première. Le travail était simple, dépanner des problèmes informatiques pour des entreprises locales. Cela me donnait une structure et un revenu pendant que j'attendais que papa termine son enquête. J'ai essayé de rester discret en ville, mais j'ai inévitablement croisé des gens que je connaissais. Certains évitaient mon regard. D'autres chuchotaient à mon passage. Quelques-uns, comme Madame Reynolds et mon ancien professeur de sciences, Monsieur Garrett, ont tenu à me saluer chaleureusement en public. 10 jours après notre déjeuner, j'ai reçu un texto de papa. Besoin de parler. Pas à la maison ni en public. Peux-tu me retrouver au parc? Le vieux ponton de pêche. Demain à 19h. Le ponton de pêche était l'endroit où papa et moi passions nos samedis matins quand j'étais plus jeune. C'était isolé, surtout le soir. Je suis arrivé en avance, regardant le coucher de soleil se refléter sur le lac en attendant. Papa est arrivé à cette heure précise, portant une grande enveloppe Kraft. Son visage était tiré, ses mouvements raides. Je les ai trouvés, a-t-il dit sans préambule. Les relevés bancaires originaux. Ils étaient dans une boîte dans le placard de Tyler, cachés sous de vieux équipements de sport. Mon souffle s'est coupé. Et il montre plusieurs retraits non autorisés, pas seulement les 12 000, mais des montants plus petits avant et des plus importants depuis. Tous avec des signatures falsifiées ou des autorisations électroniques. L'as-tu confronté? Papa s'est assis lourdement sur le banc usé par le temps. Pas encore. Je voulais plus de preuves, alors j'ai installé un enregistreur de frappe sur mon ordinateur à la maison. J'ai été surpris par son initiative. Papa n'était pas particulièrement doué en technologie. Le gars de l'informatique au travail m'a aidé, a-t-il expliqué en voyant mon expression. Ce que j'ai trouvé. Il a secoué la tête. Tyler a accédé à mes comptes régulièrement, transférant de l'argent vers des sites de jeux en ligne principalement. Il a pris plus de 50 000 $ au total. Et maman, as-tu trouvé quelque chose sur son implication? Le visage de papa s'est assombri. Il y avait des emails entre Diane et Tyler planifiant comment. Comment te piéger? Elle a suggéré de cacher l'argent dans ta chambre. Tyler a falsifié les bordereaux de retrait. Sa voix s'est brisée. Ils t'ont fait ça. Ma femme et mon fils ont fait ça à mon autre fils. La confirmation de ce que je savais depuis le début aurait dû être satisfaisante. Au lieu de cela, ça m'a juste rendu triste. Je suis désolé, papa. Il a levé les yeux brusquement. Tu es désolé, Jeff?
Je t'ai envoyé là-bas pendant 2 ans. Je les ai crus plutôt que toi. Tu avais des preuves. De fausses preuves, mais des preuves. Ils ont joué sur ta confiance. Papa a tendu la main et m'a saisi l'épaule. Je t'ai laissé tomber. En tant que père, je t'ai complètement laissé tomber. Je ne me le pardonnerai jamais. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Maintenant, a dit papa en se redressant. Nous obtenons justice. Au cours des jours suivants, papa a continué à rassembler des preuves tout en maintenant une façade de normalité à la maison. Il a enregistré des conversations, documenté des anomalies financières et consulté discrètement un ami avocat. Pendant ce temps, j'ai eu ma première rencontre avec Tyler depuis mon retour. Il est arrivé à Smart Tech, se pavanant comme s'il était chez lui. Eh bien, regardez qui voilà, a-t-il dit bruyamment. Le frère prodigue est de retour. J'ai gardé une voix neutre. Que veux-tu, Tyler? Je pensais juste voir comment va le mouton noir. Maman s'inquiète que tu causes des problèmes. J'essaie juste de reconstruire ma vie. Il s'est approché, baissant la voix. Reste à ta place, Jeff. Tu as été absent 2 ans. Les choses ont changé. Papa et moi lançons l'entreprise ensemble maintenant. Tant mieux pour toi. Je le pense. Ne fais pas de vagues. Tu ne gagneras pas, il a souri. Mais ses yeux étaient froids. Personne ne croirait un malade mental plutôt que le bon fils, de toute façon. Il m'a fallu toute ma maîtrise de soi pour ne pas réagir. C'est tout? Le sourire de Tyler a légèrement vacillé devant mon calme. Pour l'instant. Souviens-toi juste de ce que j'ai dit. Après son départ, j'ai appelé papa. Tyler vient de passer à mon travail. Il est nerveux. Bien, a répondu papa d'un ton sombre. Il devrait l'être. Ce week-end-là, grâce à Scott, j'ai repris contact avec Amanda. Nous nous sommes retrouvés dans un café tranquille en périphérie de la ville. Tu as l'air bien, a-t-elle dit en étudiant mon visage. Différent, mais bien. 2 ans, ça change une personne. Jeff, je suis tellement désolé pour tout. D'avoir douté de toi. J'ai secoué la tête. C'est bon. Les preuves étaient convaincantes. N'empêche. J'aurais dû faire confiance à ce que je savais de toi. Elle a hésité. Tyler a essayé de. Enfin, il m'a invité à sortir quelques semaines après ton départ. Il a dit que toi et moi, c'était fini de toute façon. J'ai entendu. Scott me l'a dit. Je lui ai dit d'aller au diable. Il ne l'a pas bien pris. Il a commencé à dire aux gens que je l'avais aguiché. Elle a roulé des yeux. Le Tyler classique. Nous avons parlé pendant des heures, reconstruisant prudemment notre lien. Il y avait trop d'eau sous les ponts pour que nous puissions simplement reprendre notre relation, mais les fondations de l'amitié restaient solides. En nous séparant, Amanda m'a serré fort dans ses bras. Je suis contente que tu sois rentré, Jeff. Vraiment contente. Les morceaux de mon ancienne vie se remettaient lentement en place, bien que dans une nouvelle configuration. Des amis qui se reconnectent. Un travail avec du potentiel. Même la possibilité de continuer mes études, le Community College ayant accepté ma candidature pour le semestre de printemps. Il ne restait plus qu'à résoudre la situation familiale une bonne fois pour toutes. Papa a convoqué une réunion de famille pour le dimanche soir. Il ne m'a pas dit le plan exact, mais m'a demandé d'être disponible par téléphone. Je ne veux pas que tu sois là au début, a-t-il expliqué. J'ai besoin de gérer ça à ma façon. J'ai accepté, bien qu'à contre-cœur. Ce soir-là, j'étais assis dans l'appartement de Scott, le téléphone à la main, attendant des nouvelles. L'appel est arrivé à 21h37. Jeff, a dit papa, sa voix épaisse. J'ai besoin que tu viennes à la maison maintenant. Qu'est-ce qui s'est passé? Tout. Il a fait une pause. Tout s'est passé. J'ai conduit jusqu'à la maison de mes parents avec un sentiment d'irréalité. Pendant 2 ans, j'avais imaginé ce moment, la vérité éclatant enfin. Maintenant que ça arrivait, je me sentais étrangement calme. La maison était illuminée comme pour Noël, toutes les lumières allumées. Papa m'a accueilli à la porte, le visage hagard mais résolu. Ils sont dans le salon, a-t-il dit doucement. C'est grave, Jeff. Pire que ce que nous pensions. Je l'ai suivi à l'intérieur.
Le salon ressemblait au passage d'une tornade. Des papiers éparpillés sur la table basse. Maman assise raidement sur le canapé, son visage un masque de défi. Tyler affalé dans le fauteuil, les yeux rouges d'avoir pleuré. « Jeff », a dit froidement maman. « J'aurais dû savoir que tu étais derrière tout ça. » Derrière quoi? Le fait que la vérité éclate. Papa a posé une main sur mon épaule. J'ai trouvé les relevés bancaires dans la chambre de Tyler et les emails entre vous deux. Je sais tout. L'expression de maman n'a pas changé. Tu ne sais rien du tout. 53 742 $, a dit papa précisément. C'est ce que Tyler a pris de nos comptes au cours des 3 dernières années. Pas seulement le compte professionnel, nos économies de retraite, le fonds d'urgence, même l'argent que nous avions mis de côté pour les études de Jeff. J'ai regardé Tyler, qui ne voulait pas croiser mon regard. 3 ans? Ça a commencé avant qu'on m'envoie là-bas. Papa a hoché la tête d'un air sombre. Les 12 000 n'étaient que l'accélération. Tyler avait des dettes de jeu. Quand j'ai commencé à remarquer des anomalies, tu es devenu le bouc émissaire. Ça ne devait pas aller si loin, a marmonné Tyler. Tu devais juste avoir des ennuis. Peut-être être puni, pas envoyé là-bas. C'était l'idée de ta mère, a dit papa, sa voix se durcissant. Elle a suggéré le centre de réadaptation. Elle a dit que ça donnerait une leçon à Jeff tout en te laissant le temps de régler les choses. Je me suis tourné vers maman, cherchant le moindre signe de remords. Il n'y en avait aucun. Pourquoi, ai-je simplement demandé. Pourquoi ferais-tu ça à ton propre fils? Les yeux de maman ont lancé des éclairs. Tyler avait besoin d'aide. Tu t'es toujours bien débrouillé tout seul. Le Golden Boy, le préféré de Frank. Alors tu as détruit 2 ans de ma vie par jalousie? J'ai protégé mon enfant qui avait besoin de moi, a-t-elle lancé. Tu étais assez fort pour le supporter. La logique tordue m'a laissé sans voix. Dans son esprit, elle avait fait le bon choix. Papa est intervenu. Quand je les ai confrontés plus tôt, Tyler s'est effondré, a tout admis. Mais Diane, il a secoué la tête. Elle croit toujours qu'elle n'a rien fait de mal. Tu ne comprends pas ce que c'est, a dit Tyler, me regardant enfin. Le jeu. Ça commence petit et puis ça prend le dessus. Je n'arrêtais pas de penser qu'un gros gain réglerait tout. Alors tu m'as sacrifié à la place. J'étais désespéré. Il me menaçait. De vraies menaces, Jeff. Des gens dangereux. Et ça justifie de me piéger, de me faire enfermer? Tyler n'avait pas de réponse. Papa a pris un dossier sur la table basse. J'ai tout documenté. Les signatures falsifiées, les virements non autorisés, les fausses preuves contre Jeff. Il s'est tourné vers maman. Le courrier intercepté. Maman a légèrement pâli. Quel courrier? Les lettres que j'ai envoyées à Jeff et qu'il n'a jamais reçues. Le docteur Marshall a gardé des copies de tout ce qui a été envoyé à Greenwood. Mes lettres posant des questions, exprimant des doutes. Tu t'es assuré que Jeff ne les voit jamais. Je protégeais la famille, a insisté maman. Tu te protégeais toi-même, a corrigé papa. Et tu permettais l'addiction de Tyler. Qu'est-ce qui se passe maintenant, ai-je demandé. Papa a pris une profonde inspiration. J'ai pris ma décision. Je demande le divorce. Maman a halté. Frank, tu ne peux pas être sérieux. Après 25 ans. Je n'ai jamais été aussi sérieux de ma vie. Je ne peux pas rester marié à quelqu'un qui sacrifierait un enfant pour un autre, qui me mentirait pendant des années. Et Tyler? Ai-je demandé. Tyler a 2 choix. Il peut suivre un traitement pour l'addiction au jeu, trouver un travail pour commencer à rembourser ce qu'il a volé et couper tous les liens avec ses associés de jeu, ou il peut faire face à des poursuites pénales pour fraude et vol. La tête de Tyler s'est relevée d'un coup. Tu ne ferais pas ça. Si, je le ferais, a dit fermement papa. Ce que toi et ta mère avez fait était criminel, Tyler. Tu as une chance que Jeff n'a jamais eu l'opportunité de faire amende honorable sans conséquences légales. C'est insensé, a protesté maman. Tu choisirais Jeff plutôt que ton mariage, plutôt que l'avenir de Tyler. Je choisis la justice, Diane. Et l'honnêteté. 2 choses dont tu sembles avoir oublié la signification. La confrontation a duré des heures.
Tyler vacillait entre des excuses larmoyantes et des justifications défensives. Maman est restée résolue sur le fait qu'elle n'avait rien fait de mal. Papa, à son crédit, n'a jamais faibli. À minuit, la nouvelle réalité avait été établie. Papa demanderait le divorce la semaine suivante. Tyler entrerait dans un programme de traitement résidentiel pour l'addiction aux jeux, puis emménagerait avec son ami Kevin pendant qu'il travaillerait pour rembourser ce qu'il avait volé. Maman resterait chez sa sœur jusqu'à ce qu'elle trouve son propre logement. Et moi? Papa m'a offert de reprendre mon ancienne chambre, mais ça ne me semblait pas juste. Trop de souvenirs douloureux. Je resterai chez Scott pour l'instant, lui ai-je dit. Mais j'apprécie l'offre. Alors que je me préparais à partir, Tyler s'est approché de moi maladroitement. Jeff, je ne sais pas quoi dire. Il n'y a rien à dire, Tyler. Tu n'as pas seulement volé de l'argent. Tu as volé 2 ans de ma vie. C'est quelque chose que tu ne pourras jamais rembourser. Je sais. Mais je vais essayer de réparer les choses. D'une manière ou d'une autre. J'ai regardé mon frère, je l'ai vraiment regardé, et j'ai vu quelque chose que je n'avais jamais vu auparavant. Un remords sincère. Ce n'était pas suffisant. Loin de là. Mais c'était un début. Fais-toi aider, Tyler. Une vraie aide. C'est tout ce que je peux dire pour l'instant. En quittant la maison, papa m'a accompagné jusqu'à ma voiture. Je ne me pardonnerai jamais de ne pas t'avoir cru, a-t-il dit doucement. Tu me crois maintenant. C'est ce qui compte. Il a secoué la tête. Ce n'est pas suffisant. Mais je te promets ceci. Je passerai le reste de ma vie à essayer de me rattraper. J'ai conduit jusqu'à l'appartement de Scott, me sentant étrangement léger. La vérité était enfin sortie. La justice, aussi imparfaite soit-elle, avait été rendue. Et pour la première fois en 2 ans, je pouvais regarder vers l'avant au lieu de regarder en arrière. Le lendemain matin, papa a appelé. C'est fait, a-t-il dit. J'ai déposé les papiers du divorce. Tyler est admis au Gateway Treatment Center cet après-midi, et j'ai ouvert un nouveau compte pour toi pour remplacer ce qui aurait dû être ton fonds d'études. Papa, tu n'as pas à faire ça. Si, je le dois. Ce n'est pas de la charité, Jeff. C'est une restitution. S'il te plaît, accepte-le. J'ai accepté, reconnaissant qu'il avait besoin de faire cela autant que j'avais besoin du soutien. Au cours des semaines suivantes, la nouvelle de ce qui s'était passé s'est répandue dans notre communauté. Certaines personnes se sont excusées d'avoir cru le pire de moi. D'autres m'ont évité, gênés par leurs suppositions. Quelques-uns, comme les parents d'Amanda, ont tenu à m'inviter à dîner, une démonstration publique de soutien qui signifiait plus qu'ils ne le savaient. Le docteur Marshall est descendu du Michigan pour vérifier mon adaptation. Au déjeuner, il a partagé quelque chose qui m'a aidé à comprendre la situation dans son ensemble. Les systèmes familiaux désignent souvent le membre le plus sain comme bouc émissaire, a-t-il expliqué. Celui qui est assez fort pour porter le fardeau du dysfonctionnement des autres. Ce n'est jamais juste, mais ça arrive parce que cette personne peut y survivre. J'ai failli ne pas y survivre, ai-je admis. Mais tu l'as fait. Et cette résilience te servira pour le reste de ta vie. Alors que l'automne laissait place à l'hiver, je me suis installé dans ma nouvelle réalité. Travaillant chez Smart Tech, suivant des cours du soir, reconstruisant des relations. Papa et moi dînions ensemble tous les dimanches, réparant lentement notre lien. Il avait mis la maison en vente, incapable de vivre avec les souvenirs qu'elle renfermait. Tyler, à la surprise de tous, s'épanouissait dans son traitement. Il appelait une fois par mois, ses excuses devenant moins désespérées et plus sincères à mesure qu'il avançait dans sa guérison. Maman restait la seule à ne pas changer. Elle avait déménagé à Cincinnati pour vivre près de sa sœur, insistant toujours sur le fait qu'elle avait fait ce que n'importe quelle mère ferait pour un enfant en difficulté. Elle ne peut pas admettre qu'elle a eu tort, a dit papa après l'un de leurs appels téléphoniques tendus. Parce que si elle le faisait, elle devrait affronter ce qu'elle t'a fait. Certaines personnes préfèrent vivre dans le déni plutôt que d'affronter ce genre de culpabilité. À l'approche de Noël, papa a suggéré que nous commencions une nouvelle tradition. Je pensais à ce plan d'affaires, a-t-il dit un soir. Financial Freedom Advisé. Mais je pense à un nouvel angle maintenant. Quel genre d'angle? La littératie financière pour les jeunes adultes. L'éducation pour prévenir l'exploitation. Qu'en penses-tu?
J'ai souri, reconnaissant la branche d'olivier pour ce qu'elle était. Je pense que ça ressemble à quelque chose dont je serais fier de faire partie. Partenaire, alors? Papa a tendu la main. Partenaire. J'ai accepté, la serrant fermement. Ce n'était pas la vie que j'avais prévue. Elle était plus dure, plus compliquée, née de la trahison et de la douleur. Mais alors que nous étions assis là à discuter de l'avenir, j'ai réalisé qu'elle était aussi plus riche et plus significative que tout ce que j'aurais pu imaginer à 19 ans. Parfois, les pires trahisons mènent aux vérités les plus importantes. Et parfois, la justice ne vient pas sous la forme que nous attendons, mais sous la forme dont nous avons besoin. Un an après la nuit où la vérité a été révélée, je me tenais dans la zone d'accueil de notre nouveau bureau, Financial Freedom Advisé. L'enseigne au-dessus du bureau d'accueil portait nos deux noms, Frank et Jeff Anderson, conseillers financiers. Des cendres de la trahison, quelque chose de nouveau et de significatif avait émergé. Le chemin pour arriver à ce moment n'avait pas été facile. Le divorce de papa et maman a été finalisé en mars. Une fin sombre à un mariage de 25 ans construit sur des fondations fragiles. Il a vendu la maison familiale et a utilisé une partie des bénéfices pour financer notre entreprise, ainsi que ses économies initiales qui avaient été partiellement reconstituées grâce au paiement de restitution de Tyler. Tyler avait suivi 6 mois de traitement intensif pour son addiction au jeu, suivi d'une thérapie ambulatoire continue et de réunions régulières des joueurs anonymes. Fidèle à sa parole, il avait trouvé un travail dans un entrepôt et vivait frugalement, envoyant une part importante de chaque chèque de paie à papa pour rembourser lentement sa dette. Il faudrait des années pour rembourser la totalité du montant, mais son engagement semblait sincère. Il redemande de tes nouvelles, a mentionné papa un soir alors que nous fermions le bureau. Il veut savoir si tu serais ouvert à l'idée de prendre un café. J'ai hésité. Malgré la transformation apparente de Tyler, j'avais encore du mal à l'idée de lui faire face dans un cadre normal et décontracté. Je ne suis pas sûr d'être prêt pour ça. Papa a hoché la tête. Pas de pression. Il comprend que c'est ta décision. Ma relation avec papa avait évolué vers quelque chose de plus fort et de plus authentique qu'auparavant. Fini la figure d'autorité aveugle qui n'avait pas vu ce qui se passait sous son propre toit. À sa place se trouvait un homme humble et plus sage qui valorisait la vérité par-dessus le confort et la justice par-dessus la commodité. Nous avions développé un modèle d'affaires solide axé sur l'éducation financière pour les jeunes adultes et les familles. Plutôt que de simplement gérer des investissements, nous apprenions aux gens comment éviter les pièges financiers, reconnaître les pratiques prédatrices et construire la sécurité par la connaissance. Mon expérience à Greenwood m'avait donné un aperçu de la facilité avec laquelle les vies pouvaient dérailler, et l'expérience de papa avec Tyler lui avait montré comment l'ignorance financière pouvait permettre l'addiction. Le docteur Marshall était devenu un contact professionnel précieux, nous référant des clients qui avaient besoin de conseils financiers après des revers personnels. Il m'avait également aidé à gérer mon traumatisme persistant grâce à des séances de thérapie occasionnelles. Vous avez transformé votre douleur en un but, a-t-il observé lors de notre dernière séance. C'est le résultat le plus sain possible après un traumatisme. Ma vie personnelle s'était également stabilisée. Scott est resté mon ami le plus proche, une constante qui m'avait soutenu quand tout le monde croyait le pire. Amanda et moi avions prudemment ravivé notre relation, prenant les choses lentement pendant que nous reconstruisions la confiance. Elle terminait maintenant son diplôme d'infirmière et comprenait mieux que la plupart comment les systèmes institutionnels pouvaient à la fois aider et nuire aux personnes vulnérables. Maman restait l'aspect le plus difficile de ma nouvelle réalité. Elle s'était installée à Cincinnati, avait trouvé du travail comme directrice de bureau et soutenait qu'elle n'avait rien fait de mal. Selon papa, elle parlait encore de moi comme de son fils à problème à quiconque voulait bien l'écouter. Elle s'est créé un récit avec lequel elle peut vivre, a expliqué papa. Reconnaître la vérité détruirait son image de bonne mère. J'avais fait la paix avec le fait que je n'aurais peut-être jamais de relation normale avec elle. Certains ponts, une fois brûlés, ne peuvent être reconstruits. Un mardi matin de novembre, exactement 1 an et 1 mois après la confrontation qui avait tout changé, la porte du bureau s'est ouverte pour révéler un visiteur inattendu, Tyler. Il avait l'air différent, plus mince, plus sobre, avec une maturité dans les yeux qui n'était pas là avant. Il portait un petit sac cadeau et se tenait maladroitement dans l'embrasure de la porte. J'aurais dû appeler avant, a-t-il dit en voyant mon expression. Je peux partir si ce n'est pas le bon moment. Papa est sorti de son bureau. Tyler, c'est une surprise. Je voulais juste déposer ça, a dit Tyler,
en posant le sac cadeau sur le bureau de la réception. C'est mon jeton d'1 an de sobriété des JA. J'ai pensé qu'il pourrait peut-être aller sur le mur ici. Comme un rappel. Le geste était étonnamment touchant. Tyler ne demandait pas le pardon ni n'essayait de minimiser ce qu'il avait fait. Il reconnaissait simplement sa guérison continue comme faisant partie de notre histoire commune. Merci, ai-je dit, retrouvant ma voix. Ça signifie quelque chose. Tyler a hoché la tête, puis s'est retourné pour partir. Attends, me suis-je entendu dire. Tu as le temps pour un café? La conversation qui a suivi a été l'une des plus difficiles et des plus importantes de ma vie. Nous nous sommes assis dans le café d'un accent grave côté, 2 frères avec un océan de douleur entre nous, essayant de trouver un moyen d'avancer. Je pense à ce que je t'ai fait tous les jours, a dit Tyler, fixant sa tasse. En traitement, il vous oblige à prendre l'entière responsabilité. Pas d'excuses, pas de justification. Et prends-tu l'entière responsabilité? Il a rencontré mes yeux directement. Oui. J'ai volé l'argent de papa. Je t'ai piégé quand je me suis fait prendre. Je t'ai laissé porter le chapeau pour mon addiction. J'ai ruiné 2 ans de ta vie que tu ne pourras jamais récupérer. Et j'ai tout fait pour me protéger. L'aveu direct était plus curatif que n'importe quelle excuse élaborée aurait pu l'être. Pourquoi maman t'a-t-elle aidé? Ai-je demandé. La question qui m'avait hanté pendant des années. Tyler a soupiré. Elle m'a toujours vu comme le plus vulnérable. Depuis qu'on est gamin, chaque fois que je faisais une bêtise, elle se précipitait pour arranger les choses. C'est devenu notre schéma. Quand je lui ai parlé des dettes de jeu, des menaces, elle est passée en mode protection totale. En me sacrifiant. Dans sa logique tordue, tu étais plus fort. Tu pouvais le supporter. Il a secoué la tête. C'est malsain. Je le sais maintenant. Mais à l'époque, nous nous sommes convaincus que c'était juste temporaire. Que tu aurais une tape sur les doigts, peut-être des travaux d'intérêt général. Mais quand papa a suggéré Greenwood, nous aurions dû avouer à ce moment-là. C'est là que la ligne a été franchie, du mal à l'impardonnable. La voix de Tyler s'est brisée. Je me réveille chaque nuit en pensant à toi dans cet endroit, en sachant que c'est moi qui t'y ai mis. Nous avons parlé pendant plus de 2 heures, mettant à nu les années de dynamique familiale qui avaient conduit à cette décision fatidique. Le sentiment d'inadéquation de Tyler tout au long de sa vie à côté de mes réussites. La complaisance de maman envers ses pires tendances. L'inconscience de papa face au dysfonctionnement qui grandissait sous son toit. Je ne demande pas le pardon, a dit Tyler alors que nous nous préparions à partir. Je ne l'ai pas encore mérité. Peut-être que je ne le mériterai jamais. Mais je demande une chance de prouver que je ne suis plus cette personne. J'ai examiné ses paroles attentivement. Je ne peux pas promettre le pardon, mais je peux promettre de rester ouvert à la possibilité d'une nouvelle relation, une relation basée sur la vérité cette fois. C'était un petit pas, mais un pas important. Non pas pour le bien de Tyler, mais pour ma propre guérison. Les semaines suivantes ont apporté d'autres développements positifs. Notre entreprise a continué de croître, avec un accent particulier sur l'aide aux jeunes adultes pour éviter l'exploitation financière. J'avais développé un atelier spécifiquement pour les étudiants universitaires sur la reconnaissance des pratiques de prêt prédatrices et les signes avant-coureurs de l'addiction au jeu. Lors d'un de ces ateliers au Community College, j'ai remarqué un jeune homme qui est resté après le départ des autres étudiants. Ce que vous avez dit sur le jeu, a-t-il dit avec hésitation. Sur la façon dont ça commence petit et puis ça prend le dessus. C'est ce qui arrive à mon colocataire. Voulez-vous des ressources pour l'aider? Ai-je offert? C'est pour ça que je suis resté. Il n'admettra pas qu'il a un problème, mais je suis inquiet. Je lui ai fourni des informations sur les groupes de soutien locaux et les options de traitement. Alors qu'il se tournait pour partir, j'ai ajouté, dites quelque chose à votre colocataire de ma part. Dites-lui qu'il faut plus de courage pour demander de l'aide que pour continuer à prétendre que tout va bien. Ces moments de connexion avec des personnes confrontées à des luttes similaires donnaient un sens à ma douleur. Je ne pouvais pas récupérer les 2 années que j'avais perdues, mais je pouvais m'assurer qu'elles n'étaient pas gaspillées. Vers Noël, papa a reçu un appel surprenant de maman. Après plus d'1 an de déni, elle avait finalement commencé une thérapie elle-même, affrontant le rôle qu'elle avait joué dans l'effondrement de la famille. Elle ne demande pas la réconciliation, a précisé papa. Juste une chance de faire amende honorable. En commençant par toi,
si tu es prêt à l'écouter. J'y ai réfléchi plusieurs jours avant d'accepter un appel téléphonique. Quand il est arrivé, la voix de maman était sobre, dépourvue du ton défensif auquel je m'étais habitué. Jeff, a-t-elle commencé. Je ne sais pas comment faire ça. Comment m'excuser pour quelque chose d'aussi impardonnable? Tu pourrais commencer par reconnaître ce que tu as fait, ai-je suggéré, en gardant ma voix neutre. Il y a eu une longue pause. Je t'ai trahi, a-t-elle dit finalement, sa voix se brisant. J'ai choisi Tyler plutôt que toi. Je me suis convaincu que c'était ce que n'importe quelle mère ferait, mais ce n'était pas le cas. C'était ce qu'une mauvaise mère ferait. Une mère ratée. L'honnêteté brute m'a pris au dépourvu. Ce n'était pas la non-excuse soigneusement élaborée que j'attendais. Ma thérapeute dit que j'ai un besoin pathologique d'être nécessaire, a-t-elle poursuivi. Tyler avait plus besoin de moi, alors je l'ai priorisé, même à tes dépens. Surtout à tes dépens. Une autre pause. Je ne te demande pas de me pardonner, ni même d'avoir une relation avec moi à nouveau. J'avais juste besoin que tu saches que je comprends ce que j'ai fait maintenant, et je suis tellement désolé. Ce n'était pas une solution magique. Une conversation ne pouvait pas effacer des années de favoritisme ou le traumatisme d'une fausse accusation et d'une institutionnalisation, mais c'était un début, une fissure dans le mur de déni qui nous avait séparés. Merci d'avoir dit ça, ai-je répondu prudemment. C'est important que tu comprennes. Alors que la nouvelle année commençait, notre famille a poursuivi son processus de guérison lent et maladroit. Papa et moi avons bâti notre entreprise sur des principes de transparence et d'éducation. Tyler a maintenu sa sobriété et ses paiements de restitution, regagnant progressivement de petites mesures de confiance. Maman est restée à Cincinnati, mais envoyait des emails occasionnels avec des mises à jour sur ses progrès en thérapie. En avril, le docteur Marshall m'a contacté avec une proposition inattendue. Greenwood mettait en place un nouveau programme axé sur les placements injustifiés et la réadaptation après un traumatisme institutionnel. Il voulait que je prenne la parole lors de l'événement de lancement. Votre perspective pourrait aider à empêcher d'autres de vivre ce que vous avez vécu, a-t-il expliqué. Mais je comprends tout à fait si c'est trop difficile. Je me suis surpris en acceptant immédiatement. L'opportunité de transformer mon expérience en une protection pour les autres semblait être la dernière pièce de mon parcours de guérison. Le jour de l'événement, je me suis tenu devant un public de professionnels de la santé mentale, de travailleurs sociaux et de juges des tribunaux de la famille, partageant l'histoire de la facilité avec laquelle les systèmes conçus pour aider peuvent être utilisés comme une arme pour nuire lorsque des garanties appropriées ne sont pas en place. La vérification des allégations doit être approfondie et indépendante, ai-je souligné. La dynamique familiale doit être prise en compte. Et plus important encore, chaque personne dans un établissement de réadaptation mérite une réévaluation régulière par des tiers objectifs. Après, une jeune travailleuse sociale s'est approchée de moi. Votre histoire a complètement changé la façon dont j'aborderai les cas référés par la famille, a-t-elle dit. Merci pour votre courage de l'avoir partagé. Ce soir-là, alors que papa et moi rentrions à la maison, il a dit quelque chose qui a parfaitement résumé notre parcours. Tu sais, quand j'ai commencé à économiser pour Financial Freedom Advisé, je l'imaginais comme mon héritage, quelque chose que je pourrais construire et éventuellement transmettre à mes fils. Je n'aurais jamais imaginé que ça sauverait réellement notre famille à la place. Il avait raison. L'entreprise était devenue plus qu'un gagne-pain. C'était l'échafaudage autour duquel nous avions reconstruit nos relations. En aidant les autres à éviter les pièges financiers, nous avions retrouvé notre chemin l'un vers l'autre. 2 ans après ma libération de Greenwood, 4 ans après la fausse accusation qui avait fait dérailler ma vie, je me tenais dans le bureau de Financial Freedom Advisé, regardant le mur de certificats encadrés. Mon diplôme en commerce obtenu grâce au cours du soir, la certification de conseiller financier de papa, et au centre, un simple cadre contenant le jeton d'1 an de sobriété de Tyler, un rappel quotidien que même les plus profondes trahisons peuvent mener à la transformation. La vie ne serait jamais ce qu'elle aurait pu être si Tyler n'avait pas volé ses $12 000 et ne m'avait pas accusé. Mais d'une certaine manière, elle était devenue plus riche, plus pleine de sens. J'avais appris des vérités sur la famille, la justice et la résilience que la plupart des gens n'ont jamais à affronter. J'avais perdu 2 ans, mais j'avais gagné une clarté que certains passent une vie entière à chercher. Alors que notre dernier client de la journée quittait le bureau, papa a posé une main sur mon épaule. Je suis fier de toi, Jeff. Plus fier que tu ne le sauras jamais.
Ces mots ont guéri quelque chose de profond en moi que je n'avais pas réalisé être encore brisé. La famille est compliquée. La confiance une fois brisée ne se reconstruit jamais tout à fait de la même manière. Mais parfois, des cendres de la trahison, quelque chose de plus fort et de plus authentique peut émerger. Pas une réplique parfaite de ce qui a été perdu, mais quelque chose de nouveau, trempé par le feu, plus résilient parce qu'il reconnaît la possibilité de fracture. C'est ce que nous avons construit. Mon père et moi, une nouvelle sorte de famille liée non pas par l'obligation ou le sang seul, mais par un choix conscient, une confiance durement gagnée et un but commun. Et à la fin, cela vaut plus que 12 000 $ ne pourrait jamais acheter. Si vous avez vécu une trahison familiale ou si vous connaissez quelqu'un qui l'a vécu, veuillez partager vos pensées dans les commentaires ci-dessous. Quelqu'un a-t-il déjà profité de votre confiance? Avez-vous pu trouver la guérison par la suite? Aimez cette vidéo si elle a résonné en vous. Abonnez-vous pour plus d'histoires sur la manière de surmonter l'injustice et partagez-la avec quelqu'un qui pourrait avoir besoin de savoir qu'il n'est pas seul dans ses luttes. Merci d'avoir écouté mon histoire.